Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en mission à Matadi, chef du Congo central, a procédé ce mardi 18 mars 2024 à la libération de 89 détenus et ont bénéficié de la grâce présidentielle du 24 mars 2024, signée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la prison centrale de Kamulaï, au quartier Ville-Basse, dans la commune de Matadi, en présence du vice-gouverneur Prosper Tela-Tambedila. Les détails avec Christine Mingaya Sakina. À la prison Kamulaï, en Ville-Basse, dans la commune de Matadi, le ministre national de la Justice et garde des Sceaux est accueilli par les autorités politico-administratives, les membres du Conseil de sécurité et autres personnalités. À leur tête, les vice-gouverneurs du Congo central, Prosper Tela, Constant Mutamba, visitent la prison centrale de Matadi au camp policier Molaï pour s'enquérir de la situation des détenus. Séance tenante, le patron de la justice nationale procède à la libération des 89 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle de l'ordonnance signée le 24 décembre 2024 par le chef de l'État. Constant Mutamba met en garde les récidivistes et promet la construction d'une nouvelle maison carcérale tout en déplorant les conditions non adéquates d'incarcération actuelles. Tata mokonzi ya mboka tindi biso pona totala bino boete. Anda tata mokonzi ya mboka nome biso tokomi nano arate pona koexécuter ba instruction na ye. Il y a des engorgements, il y a des prisons. Motonyo so aebi kaza kuluna. Oya bomaka batu, a viola bana ya batu, a viola ba mama batu. Oana akobima prison. Oana toromema bango na angenga. Oyeba ete nazo lancer pe awa na Matadi construction ya prison ya Sika. Ona oyo yali banda 1934 mundele ndatikaka prison oyo eza lisusu adapté te. Sata mokonzi ya mboka Fachi Beton, la première ministre Mama Judith bapesi biso mitindo ya kotala ndenge nini kolancer construction et à prison Moussous et à Mounene. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle, heureux de recouvrer la liberté, remercient le président de la République et promettent de ne plus retourner sur le mauvais chemin. Le ministre de la Justice a Après la prison du camp Molaï, Constant Mutamba se dirige au stade d'Amar où se déroule l'audience foraine en présence du gouverneur du Congo central Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Les verdicts sont également prononcés à l'endroit des personnes tombées dans le filet de l'opération Ndobo. Tenue de l'Assemblée générale élective à la Ligue provinciale du catch du Congo central, elle est fixée au 30 mars prochain. Auparavant, les amoureux du catch suivant des combats de catch au centre sportif Lipoiti. Plus de précisions avec les présidents sortants, les champions Napoléon Djoko au micro de la RTNC Congo central. Comme on est là, on devrait passer au championnat provincial. D'ici 28 au 29, il y a des championnats provinciaux. Et puis les 30, nous allons passer directement à l'Assemblée générale et élective. C'est-à-dire nous devrons maintenant avoir des nouveaux chefs. Moi, j'ai fait ma mission. Cette fois-ci, je veux que d'autres amis aussi font les relais. Pour être élu, c'est simple. J'ai donné l'ordre que tout celui qui veut au moins animer ou bien diriger notre ligue devrait aller déposer sa candidature chez les chefs de division, c'est-à-dire au bureau de division. C'est par là que chacun devrait aller déposer sa candidature. Et pour rappel, plus de 17 prévenus ont comparu devant la justice militaire en procédure de flagrance en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, le lundi dernier, et du gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Cette initiative vise à renforcer la sécurité de la province du Congo central. Suivez.
Devant le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, du gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, ainsi que le ministre provincial en charge de la justice, Édouard Samba Sitou, le tribunal militaire des garnisons de Matadi siégeant en procédure de flagrance juge plus de 64 présumés bandits urbains appelés Koulouna, appréhendés par la police. Fruit de l'opération Ndobo, zéro Koulouna, lancée dernièrement à Matadi, chef de la province du Congo central. Au cours de cette audience foraine, organisée lundi 17 mars sur le stade d'Amar en ville basse, ces présumés Koulouna présentés par l'organe de la loi compare devant la justice militaire des tribunaux militaires des garnisons de Matadi présidées par le lieutenant-colonel Joël Dikoko qu'assiste le major Peniel Pongo. L'opération Ndobo, zéro Koulouna, qui bénéficie de l'accompagnement du gouverneur de province grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo en termes de moyens logistiques, en vue de lutter contre la criminalité urbaine, va s'étendre jusqu'à l'intérieur de la province. Une façon pour le gouverneur de province de réaffirmer son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité, mais aussi à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité. Parlons éducation dans ce journal, madame, messieurs. Dans le cadre de la campagne Tous à l'école, il s'avère deux progrès. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à l'école. Un constat de la rédaction. L'éducation des bases est un concept nouveau adopté par plusieurs pays africains dans la perspective de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4. En République démocratique du Congo en général et dans la ville de Matadi en particulier, quelques avancées sont enregistrées dans les établissements scolaires, notamment l'effectif des élèves dans des salles de classe. Les effectifs que nous avons aujourd'hui ont augmenté. Nos élèves féminines, grâce à la gratuité aussi, ça a permis quand même à ce que les écoles puissent récupérer beaucoup d'enfants malgré, s'il faut voir les statistiques, en 2021, il y avait 52% d'élèves qui étudiaient. Juste en 2018, nous sommes maintenant à 78% des élèves qui étudient. Malgré les élèves qui étudient gratuitement et ceux qui payent les écoles privées, on a encore 1,6 million d'enfants qui sont encore restés à la maison, qui n'ont pas la possibilité d'atteindre le milieu scolaire. Mais de toutes les façons, il y a eu quand même des avancées. On a récupéré beaucoup de filles, mais ce que nous demandons aussi à notre État de faire encore un effort, de multiplier les efforts, parce que là où il y a beaucoup d'enfants et un seul enseignant, c'est difficile que l'instruction passe d'une très bonne manière par rapport là où il y a peu d'élèves. Comme il y a maintenant afflux d'enfants dans une salle de classe, l'État est obligé maintenant de construire de nouvelles écoles pour qu'on puisse récupérer tous ces enfants-là. Mbompongi Epoka, Jean-Rémy, directeur du complexe scolaire Les Enfants Intègres, invite les parents à envoyer les enfants à l'école. Mes chers parents, nous savons que les moments sont durs, mais l'État nous a facilité, nous a donné des écoles de gratuité. Lorsque vous voyez qu'à l'école privée ça ne va pas, amenez votre enfant là où il y a la gratuité. Les enfants qui traînent encore à la maison parce que les parents n'ont pas de possibilités. Je crois que c'est un prétexte qui ne tient pas debout parce qu'il y a la gratuité. L'éducation de base vise le plein épanouissement de la personne humaine. Elle s'inscrit dans les engagements pris par le chef de l'État pour faciliter l'accès à l'éducation pour tous. La prise en charge attendue du diabète par la chirurgie vasculaire peut contribuer à éviter les conséquences telles que la plaie diabétique, le gonflement des jambes ainsi que l'amputation des membres inférieurs. Ces propos sont du docteur Blondel Babouenekene, spécialiste en chirurgie vasculaire. Il est au micro de Zoser John Povessa. Quand vous constatez que vous êtes diabétique ou un de vos proches est diabétique, il faut non pas seulement consulter, vous consultez votre médecin et lui demander aussi une consultation en chirurgie vasculaire. C'est pour prévenir toutes les complications, notamment les amputations, les AVC, les maladies des reins et tous ces fléaux-là. Quand vous êtes diabétique, vous sentez déjà des douleurs au niveau de votre membre inférieur, des crampes, il faut déjà venir consulter. Là, on va poser les diagnostics, on verra là où les artères sont bouchées, parce que les pieds diabétiques, ça arrive quand les artères sont bouchées. On répare ça à temps et on va éviter les pieds diabétiques.
La chirurgie vasculaire va ensemble avec des radiologues interventionnels, va ensemble avec les diabétologues, parce que c'est les diabètes qui bouchent les vaisseaux. Il va ensemble avec les neurologues, parce que les diabètes créent des AVC. Il va ensemble avec des néphrologues, parce que les diabètes créent des maladies des reins. Il va ensemble avec d'autres disciplines, notamment les infectiologues et tous ces mondes-là. Donc la chirurgie vasculaire, c'est un arbre au milieu du village dont l'intérêt principal, c'est principalement les diabètes ici en Afrique subsaharienne. C'est plus les diabètes et les hypertendus. Pas seulement les diabétiques, il y a même les hypertendus. Ils font ce genre de plaies-là au niveau des pieds. Et en Europe, ce sont des gens qui ont fumé. Quand il y a des pieds gonflés, les jambes gonflées tout le temps, non pas seulement ça peut être une anomie, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est d'origine diabétique, chez les hypertendus ou chez les gens qui ont beaucoup fumé, ça peut être autre chose, notamment les insuffisances veineuses, les maladies des veines. Les varices, ça peut créer ça, les lymphoïdèmes ou maladies Nzoko et Kokikope CNO. Dans ces cas-là, on réalise toujours l'échographie. Donc, ton médecin, ou tu peux venir directement chez nous, et tout, on va vous demander une échographie, on voit l'origine. Si ce n'est pas l'AOMI, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs, dans les stades terminaux, on appelle ça vulgairement pied diabétique. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est autre chose que nous, on va rechercher. Peut-être que c'est rien. Donc voilà. Parlons société dans ce journal, le but des travaux de réhabilitation du trou qui se trouve en face du garage Sodéique sur l'avenue Hervé Diakessé dans la commune de Matadi, travaux financés par le gouvernement provincial. L'heure est maintenant à la démolition de la dalle de roulement de la route qui mène vers l'auditorat militaire en passant par le rond-point Bouima en face du garage Sodéique dans la commune de Matadi. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés pour une durée de 3 mois par l'Agence des travaux publics en sigle APT Congo Central, financée par le gouvernement provincial. Ces trous ont une profondeur de 12 mètres. Les techniciens trouvés sur place évoquent quelques difficultés rencontrées sur terrain. Il s'agit notamment de la circulation des véhicules et motos pendant les heures des travaux. Ces derniers plaident auprès des autorités pour qu'une solution soit trouvée afin de leur permettre de mener à bien le travail. Pour rappel, ces trous ont été provoqués par une érosion. La réhabilitation de cette voie va faciliter la circulation à nouveau aisée des usagers de la route Bouima-Terrain-Soyo. Pendant qu'ailleurs le football féminin devient un business à Matadi, il piétine encore à cause de plusieurs pesanteurs. Suivez. Le football féminin n'intéresse pas trop le Matadien. Et pourtant, sous d'autres cieux, c'est devenu même du business. Quels sont les mots qui rongent ces footballs à Matadi? Véronique Kassazeza, présidente de la commission provinciale du football féminin du Congo central. C'est ça depuis longtemps, le football féminin commence à se développer. Parce qu'à l'époque, le football féminin s'est pratiqué seulement à Matadi, avec Promo Sport qui organisait les tournois interquartiers. Et bien après, ça a évolué. Le football féminin, on le trouve partout, même dans les vrais fonds. Dans les milieux ruraux, ce sont des équipes qui évoluent de façon informelle. Le football, je dirais que ça a connu un pas, surtout qu'avec notre arrivée à la tête de la commission provinciale du football féminin du Congo central. Sauf que quelques problèmes qui freinent encore le football féminin pour aller de l'avant. Peut-être du côté tactique. Là, peut-être vous dire que non. Si nous n'avons pas une évolution de ce côté-là, du côté tactique, c'est parce que nous n'avons pas jusque-là de bons managers. Parce que vous savez, avec le football, il faut avoir des moyens. Le football n'est pas comme par le passé. Le football aujourd'hui, c'est devenu un business. Donc, quelqu'un qui pratique le football, il a droit au matériel, pour son évolution, une prime, soit à un salaire. Donc c'est ce qui fait que vous voyez
dans d'autres provinces, ceux qui en pratiquent le moins, ils ont quelque chose, ils ont des motivations. Et au Congo central, nous avons des clubs qui évoluent de manière informelle. Si le gouvernement rend le football comme le football masculin, c'est pratique. Moi, je pense qu'on ne perdra pas. Avec un nouveau regard et une volonté collective, le football féminin peut toujours renaître de ses cendres. Et dans le cadre de 5 minutes pour la femme, durant ce mois de mars, la rédaction du journal télévisé de la RTNC Congo Central reçoit pour vous Dr Cardine Bitutu, technicienne des laboratoires au laboratoire provincial de santé publique à l'hôpital provincial de Kinkanda. Je m'appelle Bitutu Wangana Cardine. Je suis biologiste médical au laboratoire provincial de santé publique ici à Matadi, qui se trouve à l'hôpital. Auparavant, les laboratoires étaient le domaine des hommes. Mais quand on grandissait, je me suis dit que non, il faut que je fasse le laboratoire. J'ai trouvé que c'est le domaine qui était vraiment trop bien pour nous les femmes, pas seulement pour les hommes. Et puis par là, j'ai maîtrisé mon travail. Notre domaine a pour rôle, c'est pour confirmer et affirmer les diagnostics. Donc, quand les médecins consultent, nous étant que biologistes médicaux, nous sommes là à affirmer et à confirmer les diagnostics. C'est que les médecins a suggéré comme hypothèse. Avec les hommes, il n'y a même pas d'injustice. Le matin, chacun de nous sait quelle est ma tâche du travail aujourd'hui. Donc là, pour le travail, nous sommes au même point d'égalité. Il n'y a pas d'injustice. Je suis une femme travailleuse, je sais comment manager avec la maison et le travail. Je sais que pour le travail, il faut que je quitte ma maison à 8h juste pour arriver à 8h30. Et puis, au travail aussi, nous avons un temps limité pour terminer le travail. Dès que le temps est là, on laisse et puis je vais rejoindre la maison pour continuer aussi le travail en tant que femme à la maison. Mais quand je suis au travail, je ne me comporte pas en tant que femme. Je me comporte en tant que travailleuse. Et je ne peux pas montrer ma faiblesse devant le travail parce que je peux être remplacée. D'où je suis censée de faire tout ce qui est comme tâche du jour. Et quand je rentre à la maison, je vais me comporter en tant que femme, je fais mes ménages calmement. À la maison, je sais comment planifier, comment faire les ménages et aussi au travail, je sais comment gérer mon temps. Nous avons aussi les ambitions de monter des grades, pourquoi pas d'être les chefs quelque part, parce que nous avons étudié pour gérer aussi et être aussi femme utile dans la société. Quand vous êtes à la maison, il faut vous comporter en tant qu'une femme ménagère. Donc, prendre toutes tes responsabilités en tant que maman à la maison. Mais dès que vous êtes au travail, il faut bien faire voir au travail que je suis capable de faire tout ce qui est comme tâche, comme travail dans ton service. Et pour ceux qui sont à la maison, je vous demanderai si vous avez un diplôme ou bien si vous avez l'ambition d'aller étudier. En tout cas, ne gâchez pas le temps, allez faire vos études parce que la femme, c'est un être qui est vraiment très spécial. Parce que les mamans qui gèrent tout. Si vous allez vous comporter comme des femmes inutiles dans la société, là, vous allez rester seulement dans ce niveau-là que vous êtes là. Mais prenez du courage. Si vous n'avez pas un petit papier là, un diplôme, cherchez des voisins moyens de faire quelque chose. À présent, l'actualité en dehors de nos frontières, Kallas propose une aide militaire de 40 milliards d'euros pour l'Ukraine. Des précisions dans cet élément. La Russie ne veut pas la paix et on ne peut pas lui faire confiance pour atteindre cet objectif, selon la plus haute diplomate de l'UE, Kaja Kallas. Cette mise en garde de la chef de la diplomatie européenne intervient après l'annonce d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui doit avoir lieu ce mardi. And now, of course, the ball is in Russia's court, and what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis lundi pour discuter de la situation en Ukraine.
Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que son pays s'opposait au projet de Kaja Kallas de consacrer des ressources supplémentaires à des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét további fegyverszállításokra, ezáltal a háború meghosszabbítására költsék el. Magyarországnak nem érdeke a fegyverszállítások fenntartása és a háború folytatása. Magyarországnak érdeke a béke, és most ehhez a békéhez minden eddiginél közelebb vagyunk, hogyha az elmúlt 3 évet vesszük figyelembe. Ces déclarations font suite à la réponse mitigée de Vladimir Poutine à une proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours entre Moscou et Kiev, que l'Ukraine a accepté la semaine dernière. Le dirigeant russe exige toujours une démilitarisation de l'Ukraine et l'assurance que le pays ne rejoindra pas l'OTAN. À Norvège, fuite de plusieurs tonnes de pétrole. La police enquête pour savoir sur la fuite et les résultats d'un sabotage. Ces ouvriers ont travaillé plusieurs heures ce lundi pour trouver la source de la fuite de plusieurs tonnes de pétrole dimanche sur ce site désaffecté situé près d'Oslo. Selon l'opérateur de réseau de transport d'électricité norvégien Statnett, qui est en charge du site, entre 50 et 60 tonnes de pétrole se seraient échappées d'un transformateur. Det ser ut til at noen har brutt seg inn og skrudd av et deksel nede på transformatoren, og så latt det stå åpent sånn at det har rent ut masse olje. Plusieurs signes pointeraient en effet vers la thèse du sabotage selon l'entreprise, comme la clôture devant le site qui aurait été forcée. Mais la police qui a ouvert une enquête affirme qu'elle ne dispose pas d'assez d'éléments pour aller dans ce sens. En attendant, pour minimiser l'impact sur l'environnement et alors qu'une partie du pétrole s'est déversée dans une rivière près du site, les équipes d'urgence poursuivent leur travail. Plus de 60 mètres cubes de pétrole auraient déjà été récupérés. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition des journaux de la rédaction. Un grand merci à la grande équipe technique pour la réalisation de ces journaux et un grand merci à vous tous qui nous suivez en direct de notre plateforme YouTube RTNC KC officielle. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.